Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je vais revenir un petit peu dans la théorie de la psychogénéalogie, du transgénérationnel, et je vais parler d'un concept qui est central, notamment dans la psychogénéalogie, qui est celui du projet-sens. Le projet-sens, il nous parle des attentes, des désirs, des espoirs, mais aussi des peurs et des croyances des parents, parfois même des grands-parents, qui sont projetés sur l'enfant à naître, et ce, de manière souvent inconsciente. Donc le projet-sens, c'est vraiment tout ce qui va entourer la période de préconception, la conception, la grossesse. C'est un peu comment on va imaginer déjà cet enfant à naître dans l'inconscient familial et tout ce qui va se construire et englober toutes les informations dont l'enfant peut hériter avant, pendant et juste après sa naissance. Donc c'est vraiment toute une transmission qui est inconsciente. C'est vraiment comment on commence à exister en fait dans l'inconscient de nos parents, de nos grands-parents. Par exemple, voilà, moi aujourd'hui, en tant que mère, je peux très bien me dire des fois, si ma fille un jour elle a un enfant ou des enfants, je m'en occuperai, je passerai du temps avec eux, etc. Voilà comment moi je me projette déjà en tant que grand-mère. Et du coup, qu'est-ce que je projette aussi inconsciemment sur ces potentiels petits-enfants à venir. Donc ça, c'est plutôt de manière consciente quand j'en parle, par exemple. Et puis, inconsciemment, il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, comment on peut investir inconsciemment l'enfant d'une mission ou d'un rôle particulier avant même sa naissance. Comment on peut inconsciemment le charger de compenser la perte d'un autre enfant ou de réparer un événement familial traumatique. Et prendre conscience de ce projet-sens, de tout ce qui est à l'intérieur, ça va permettre souvent de se libérer de certaines attentes implicites ou d'un fardeau familial invisible. Donc le projet-sens, c'est vraiment un outil clé pour comprendre les dynamiques cachées d'une famille. Quand on travaille avec le projet-sens, on peut voir comment les membres d'une famille peuvent être liés par des fidélités invisibles héritées des générations précédentes, des attentes, des devoirs inconscients qui vont influencer les choix de vie, les relations et puis les difficultés émotionnelles ou physiques d'une personne. Et donc, en mettant en lumière toutes ces influences-là qu'on ne voit pas, on va rééquilibrer, réharmoniser les relations familiales et donc le système familial au complet et surtout nous-mêmes dans ce système familial et notre place dans ce système familial. Donc c'est vraiment l'idée que la conception d'un enfant, elle va au-delà de la nécessité de perpétuer l'espèce, de faire durer l'espèce humaine. Il y a un projet pour chaque enfant, il y a un projet pour chaque parent, avant même la venue au monde. Il y a vraiment l'idée que chacun des parents a une intention précise pour l'enfant à venir, encore une fois que ce soit conscient ou pas. Et c'est un projet qui peut à la fois être parfois ouvrant, qui peut ouvrir à diverses possibilités, mais qui est souvent limitant. Parfois c'est conscient et souvent c'est inconscient. Donc ce projet, il va nous impacter parce que on est loyal, on reste loyal à notre famille, en tout cas inconsciemment, toute une première partie de notre vie. C'est ce que je développe dans l'épisode qui parle de l'amour innocent. C'est par ce fameux amour innocent qu'on reste loyal à notre famille. Et donc ce programme, il est engrammé dans mes cellules. Il me construit, il me structure. Et puis à un moment, il me limite, car une partie de moi va se rendre compte que c'est pas forcément le mien, que c'est celui de mes parents, qu'il y a certaines choses peut-être que j'ai fait dans ma vie, des choix que j'ai faits, qui sont pas spécialement les miens, et que je les ai faits parce que je pensais ne pas pouvoir faire autrement. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se libérer de ce projet-sens, qu'on peut remettre en question aussi certaines choses. Donc le projet-sens, ça a vraiment été développé dans la psychogénéalogie, notamment par Anne-Ancelin Schutzenberger, donc pour parler de tout ce qui entoure, comme je vous disais, la période de conception, la grossesse et la naissance de l'enfant.
Le projet sens, il nous parle donc de l'intention des parents, du contexte familial et social, de la place dans la fratrie, puisqu'en fonction de la place qu'on a dans la fratrie, on n'a pas les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Chaque place dans la fratrie va présenter un certain nombre d'avantages. Par exemple, si je suis l'aîné, un des avantages, c'est que je suis le seul de la fratrie, sans doute à avoir eu mes parents pour moi tout seul pendant un certain temps, jusqu'à ce que les autres enfants arrivent. Par contre, l'inconvénient, ça peut être qu'on a plus d'attentes envers moi parce que je suis l'aîné, je suis le grand et je dois montrer l'exemple. Voilà, il peut y avoir un petit peu ça. Et puis, ce projet sens, il est aussi déterminé par ce qu'on peut appeler les empreintes, les mémoires de vie prénatale, les empreintes émotionnelles qui sont laissées par les expériences vécues par la mère et par le fœtus durant la grossesse. Donc Anne Ancelin Schutzenberger, elle reconnaissait cette importance dans la transmission transgénérationnelle et c'est vraiment des mémoires qui vont influencer l'individu avant sa naissance, donc vraiment dès la période de conception et la grossesse. Donc c'est quoi ces mémoires-là ? Elles nous parlent du contexte dans lequel a eu lieu notre conception. Qu'est-ce qui se passait pour nos parents à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'ils vivaient dans leur couple en tant qu'individu ? Au niveau professionnel, au niveau de leur sécurité intérieure, matérielle, etc. Est-ce que la conception s'est faite dans une période où tout était, entre guillemets, plutôt serein, voilà, où tout se passait bien, ou est-ce que c'était pas une période forcément facile pour mes parents ? Est-ce qu'il y avait des difficultés, qu'elles soient financières, qu'elles soient relationnelles ou autres ? Tout ça, en fait, déjà, c'est le contexte de la conception et c'est déjà évidemment important. Ça l'est d'autant plus quand, par exemple, la grossesse est a priori non désirée. Quand on parle de bébé surprise ou de bébé accident, moi, j'aime pas ces termes, mais c'est ce qu'on retrouve très souvent. Évidemment que ça a aussi de l'influence. Si j'ai été conçue par deux parents qui venaient juste de se rencontrer et qui n'avaient pas spécialement prévu d'avoir un enfant ou de faire leur vie ensemble, forcément, c'est pas le même contexte, c'est pas le même vécu que si mes parents sont mariés, se connaissent depuis 5-6 ans et choisissent consciemment d'avoir un bébé ensemble. Donc évidemment, c'est pas la même chose. Tout ce qui va être aussi de l'ordre du vécu émotionnel de la mère, donc pendant la grossesse et puis à la période de conception toujours, comment ma mère a vécu cette grossesse. Alors pourquoi la mère ? Non pas parce que c'est toujours la faute des mères, c'est vrai que je parle beaucoup de la mère, mais tout simplement parce que le fœtus, en fait, il ne fait pas la différence entre ce qui lui appartient à lui et ce qui appartient à sa mère. Ils ne font qu'un durant toute cette période-là, et donc tout ce que va ressentir la maman qui lui appartient, le fœtus va le prendre pour lui, comme si ça lui appartenait, comme si c'est lui qui vivait ça. D'où l'importance non pas de ne pas avoir d'émotion parce que c'est pas possible, mais de parler à son enfant à venir, de lui expliquer ce qu'on ressent, de lui expliquer que c'est pas à lui, etc., etc. Donc toutes les émotions qui auront été vécues en fonction aussi de ce qu'aura vécu la mère, donc du stress, de la joie, de la tristesse, de l'anxiété, ça va influencer le développement du fœtus et ça va laisser des traces dans la mémoire corporelle et dans la mémoire psychique de l'enfant. Donc l'enfant peut porter les angoisses ou les espoirs de sa mère dès avant sa naissance. Et évidemment, encore une fois, quand je dis ça, il n'y a pas de fatalité, tout est réversible avec un accompagnement, avec des moyens adéquats. Tous les événements traumatiques aussi, les événements marquants, par exemple s'il y a eu un décès dans la famille pendant la grossesse, s'il y a eu une fausse couche précédente, s'il y a eu un risque d'avortement, s'il y a eu une inquiétude par rapport à une maladie ou autre, ça peut aussi laisser une empreinte émotionnelle sur l'enfant, même s'il n'a pas encore conscience du monde extérieur, il est réceptif aux tensions et aux drames familiaux et encore une fois, il ressent toutes les émotions de sa mère. Donc si la mère perd quelqu'un de cher durant sa grossesse, qu'elle ressent de la tristesse, qu'elle vit un deuil, le bébé vit aussi un deuil. C'est comme si lui-même, il avait perdu quelqu'un. Donc comme je vous disais aussi, si l'enfant est désiré ou non, consciemment, puisqu'on dit toujours que inconsciemment, si le corps de la mère a pu mener cette grossesse à terme, même si consciemment peut-être ce n'était pas le bon moment, ou il y a plein de raisons qui font que elle va dire que c'était un bébé surprise ou un bébé accident, on dit que inconsciemment, elle voulait ce bébé puisque son corps a accueilli la grossesse et son corps a pu mener la grossesse à terme.
Donc, tout ce qui se passe aussi à ce niveau-là, ça a un impact sur la construction émotionnelle et psychologique. Un enfant qui va être conçu dans un cadre particulier, par exemple, réparer une perte, remplacer le bébé d'avant que j'ai perdu, ou combler un vide. Un enfant qui va être conçu aussi pour rapprocher les parents, parce que le couple va mal et on se dit, on va faire un enfant comme ça ira mieux. Spoiler alert, c'est pas une très très bonne idée, parce que c'est quand même une période compliquée, la période périnatale et le fait d'accueillir un enfant, c'est pas anodin. Donc voilà, petite parenthèse. Mais tout ça, ça va aussi jouer sur l'enfant qui peut se sentir investi d'une mission dès avant sa naissance sans en avoir conscience. L'enfant peut aussi porter une blessure de rejet, même si la mère ne l'exprime pas verbalement, et sentir justement qu'il n'a pas pleinement sa place, qu'il n'a pas été pleinement accueilli. Tout ce qui est aussi de l'ordre, comment on va investir la grossesse, comment on va investir l'enfant à venir, par exemple, si on se dit moi j'aimerais bien que ce soit une fille ou moi j'aimerais bien que ce soit un garçon. Ça veut pas dire que si l'enfant naît avec le sexe opposé, on va pas l'aimer, mais inconsciemment on a déjà projeté une attente. Moi je sais par exemple pendant la grossesse que j'espérais secrètement que ce soit une fille. J'avais très envie d'avoir une petite fille. Ça veut pas dire que si j'avais eu un garçon je l'aurais moins aimé, mais sans doute que quelque part il y aurait eu peut-être une pointe de frustration ou de déception même, et que ce bébé l'aurait sans doute senti. Donc peut-être j'aurais eu besoin de le verbaliser plus tard. Bon, il se trouve que j'ai eu une fille. Mais voilà, même si c'est pas... En fait, ces attentes-là, elles n'ont pas besoin d'être mal intentionnées. Elles sont pas mal intentionnées d'ailleurs la plupart du temps. C'est vraiment inconscient. Et c'est vraiment des attentes et des projections de moi à moi qui ne sont pas là pour rejeter l'enfant ou pour lui faire du mal, mais qui peuvent avoir un impact si on n'en parle pas, à l'enfant. Donc toutes ces projections-là de sexe, le fait que la conception ait lieu à un moment qui est choisi ou non, si c'est une surprise, c'est aussi important de le verbaliser à l'enfant, même si finalement, dès l'annonce, voilà, c'est une surprise, mais on est heureux, on le garde, il y a plein d'amour. Il y a quand même eu un moment, quelques secondes, quelques heures ou quelques jours de surprise. Peut-être un questionnement de, du coup, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'on le garde ou pas? Tout ça, ça va impacter l'enfant. Donc, plus ça va être verbalisé, plus ça va être nommé, moins ça va être tabou finalement, moins ça va avoir d'impact sur l'enfant. C'est pas grave d'être, entre guillemets, un bébé surprise. Tout dépend après comment c'est dit, comment c'est accompagné. Alors quand on s'intéresse aussi au projet sens, on peut s'intéresser à la naissance et à la façon dont nous sommes nés. Parce que le moment de la naissance et la manière dont elle se déroule vont être aussi déterminants pour chacun, toujours selon la psychogénéalogie, les constellations familiales. Et des éléments comme par exemple un accouchement difficile, une césarienne, une naissance prématurée ou des complications peuvent en tout cas affecter la relation que l'enfant va développer avec la vie et avec son environnement. Par exemple, un accouchement difficile, ça peut marquer symboliquement le rapport de l'enfant au début, aux transitions et à la gestion des épreuves. Une naissance précipitée ou une problématique, ça peut donner le sentiment à l'enfant d'avoir dû lutter pour venir au monde et influencer ses perceptions de sécurité ou de protection. Une naissance par ventouse, par forceps, qui a été difficile et dans laquelle du coup l'enfant a été finalement passif au cours de la naissance, ça peut faire des personnes qui dans la vie vont être plutôt passives justement. Donc voilà, là l'idée c'est pas d'être exhaustif et de détailler toutes ces façons de naître. C'est des choses aussi dont je parle dans l'initiation héritage qui est proposée en fait aux professionnels de l'accompagnement et dans laquelle on va plus loin sur toutes ces mémoires-là, tout ce projet sens vraiment plus dans le détail. Mais c'est juste de se dire, ok, il y a vraiment une influence sur la période de préconception, donc le contexte dans lequel j'ai été conçue, toute la période de grossesse, tout ce qui s'est passé à ce moment-là et la façon dont je suis née. Et puis bien évidemment, on peut aller, quand on parle aussi du projet sens, sur les 9 premiers mois de l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là, comment il a été accueilli, comment s'est passé le postpartum aussi de la maman, comment le papa était présent ou non. Tout ça, ça a aussi de l'impact. Donc c'est vrai que ce projet sens, c'est vraiment... s'y intéresser, c'est vraiment très riche. Ça permet parfois de comprendre certaines choses et de comprendre aussi ce qui peut se répéter sur différentes générations. Pourquoi ? Parce qu'on dit que ce qui n'a pas été pleinement vécu à une génération, ce qui a laissé une empreinte, ça va potentiellement se répéter à la génération d'après
pour être réparé, pour être restauré, pour être libéré, pour être pleinement accueilli et vécu cette fois-là. Donc parfois, il y a des choses qui peuvent se répéter dans la période de conception, dans la période de grossesse ou au moment de la naissance, dans l'idée de réparer. On rejoue en fait des scénarios, toujours par fidélité, par loyauté inconsciente, on rejoue les scénarios de certains de nos ancêtres pour s'en libérer, en fait. C'est vraiment l'idée. Donc pas pour nous faire du mal, c'est pas les ancêtres qui nous jettent des sorts pour qu'on vive des choses comme eux, mais plutôt pour qu'on puisse s'en libérer et que ça arrête de se perpétuer finalement et de se répéter de génération en génération. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager sur le projet Sens. C'est pas du tout exhaustif encore une fois, mais ça permet déjà de voir un petit peu l'influence de cette période-là et de tout ce qui peut se passer dont on n'a pas forcément conscience. Donc c'est quelque chose qui peut être exploré en séance individuelle évidemment, et notamment en constellation. On peut se poser des questions, on peut aller questionner aussi ce qui s'est passé pour le bébé, pour le fœtus qu'on était, et libérer ce qui a besoin de l'être, pacifier ce qui a besoin d'être pacifié notamment. Donc voilà, c'est un sujet vraiment très très intéressant à développer, et je vous en ai donné ici une petite partie, un avant-goût de tout ce qu'on peut explorer avec le projet Sens. Merci pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.